I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. Si demain, il n'y avait plus de magasin, est-ce que je pourrais vivre encore 365 jours? Si personne ne vient me piquer ce qu'il y a dans ma cave, il n'y a aucun souci. Donc oui, je suis autonome. Ce que j'aime, c'est la liberté. C'est vraiment cette liberté qu'on a. Et chaque fois que quelque chose m'empêche d'être libre, ça me donne la motivation pour m'en libérer. Voilà. L'autonomie, c'est est-ce qu'on est obligé d'aller acheter quelque chose ou pas? Voilà, c'est ça qui est... Si on n'est pas obligé d'aller acheter quelque chose, on est autonome, mais ça ne nous empêche pas d'aller acheter quelque chose. Voilà. Avec ce sachet de 0,5 g, j'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa. Il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germé. Il y en aura largement assez, voire même trop. Et du coup, j'attendrai qu'elles soient au stade de feuilles vraies pour les repiquer. Yes! Je pense qu'en une journée, on peut facilement cultiver 10, 20, 30 mètres carrés d'une céréale. J'ai pas beaucoup de temps, donc je fais un après-midi de temps en temps et j'ai squatté le pré des voisins et j'ai fait des carrés expérimentaux. J'ai fait 16 mètres carrés de pommes de terre, 16 mètres carrés de quinoa, 16 mètres carrés de haricots, 16 mètres carrés. Bon, on a ramassé 20 kg d'haricots, 60 kg de patates, des maïs, vous avez vu derrière, je sais pas, j'en ai peut-être bien 20 ou 30 kg de maïs. Je pourrais faire plus grand si j'avais plus de temps. J'ai les semences, en tout cas, je produis mes semences. Je pourrais cultiver sur 2 fois plus grand en surface, ou même 3 ou 4 fois, si j'y passe un peu plus de temps. Parce que j'y passe pas beaucoup de temps. Je dois y passer une après-midi par semaine, en moyenne. Des fois, j'y passe 2 jours, mais le mois d'après, là, ça fait 2 mois que j'y suis pas allé. Ah, oui, c'est du chou, ouais. Voilà. Okay. Sauf qu'il est tout le temps défeuillé. Quelle que soit la saison. Ouais, c'est ça. Si l'autonomie intéresse de plus en plus de monde, c'est parce qu'elle nous permettra d'être plus résilients face aux futures crises. Et s'il y en a une à laquelle on n'est vraiment pas préparé, c'est la crise de nos données personnelles. Actuellement, vous stockez sûrement toutes vos photos et vos vidéos sur un service de cloud d'une entreprise qui est à l'autre bout du monde. Vous payez ce service tous les mois et quand il s'arrêtera, vous perdrez toutes vos données. La solution, elle est toute simple, elle est proposée par notre partenaire Ugreen. Créez votre propre cloud à la maison avec un NAS. Un NAS, c'est un boîtier qui peut accueillir des disques durs et les connecter à Internet pour y avoir accès à distance de manière sécurisée. Sur le modèle DH2300, vous avez 2 emplacements et vous pouvez avoir jusqu'à 60 Tera de stockage. Il suffit de placer les disques à l'intérieur et de le brancher à une prise de courant et à Internet. L'installation est vraiment très simple et très rapide. En quelques minutes, vous allez avoir accès à vos données directement sur votre ordinateur ou sur votre smartphone via l'application. Vous pourrez par exemple synchroniser vos photos et ça vous permettra de remplacer des abonnements comme Google Photos. Vous pourrez aussi mettre des films et les voir directement sur votre télévision. C'est vraiment le meilleur moyen pour se créer un Netflix personnalisé que vous pourrez partager avec votre famille et vos amis. Pour vous aider, j'ai même réalisé une vidéo dédiée sur la chaîne où j'ai installé et testé ce NAS. Je l'utilise encore aujourd'hui, j'en suis vraiment très content. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis toutes les informations dans la description. You're up next to me, singing, hey, honey, I'm coming home. Don't know why I'm gone so long. Tu organises ton autonomie pas seulement au niveau alimentaire, mais aussi au niveau énergétique. Et alors, est-ce que tu es autosuffisant en énergie? Alors, pas tout à fait, mais j'y travaille. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mesurer, de regarder, de s'informer. Les indicateurs, donc dans la maison, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de petits indicateurs. Ce que je consomme en instantané, ce que je consomme en cumulé. Je relève régulièrement les compteurs et d'eau et d'électricité pour voir où est-ce que j'en suis. Je ne m'interdis pas d'en consommer plus, mais je me dis juste, là, on a consommé quasiment que de l'eau de pluie et pas beaucoup d'eau de ville, ou le contraire sur certains postes. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît de voir où est-ce que j'en suis. Là, tu as combien d'eau de pluie stockée par mois et combien tu en utilises? La cuve fait 3700 litres. Donc chaque fois qu'il pleut suffisamment, elle se remplit à bord. Voilà. Et moi, en moyenne, j'en consomme 2900 par mois. Okay. Mais il va tomber dans cette cuve-là 60 mètres cubes par an, donc 6 mètres cubes par mois en moyenne. Ouais. 6 mètres cubes d'eau tombent là-dedans et moi, j'en consomme 2,9. T'as 2 panneaux solaires qui t'ont coûté quoi, combien chacun là? 150 €. Chacun ou en tout? En tout.
Mais genre pour 100 €, j'aurais pu en avoir un beaucoup plus gros, mais je les avais achetés en petit. Ouais. Ok, donc on va dire, voilà, tu as l'équivalent de 100 € de panneaux solaires sur Oui. ton toit Oui. qui alimentent 3 batteries que tu as récupérées, 3 Oui. batteries de voiture. Oui. Et ça peut alimenter ta radio, ton eau, recharger ton vélo, recharger ton téléphone en USB. Ça peut Ah oui, faire oui, tout oui. ça, quoi. Ah oui, oui, sans problème. Sans problème. Alors, l'avantage de lui. Alors, après, c'est des petites quantités d'énergie. Hein. La radio, ça consomme 5 watts. Le panneau, il fait 100 watts, 150 watts. Donc, 1 heure de soleil, c'est 150 heures, l'équivalent de 150 heures, à condition de pouvoir les stocker. Mais je peux les stocker. L'autonomie, elle n'est pas compliquée. On craque une allumette avec un bout de bois et on se coiffe les cheveux devant un poêle. Et ça fait comme un sèche-cheveux. Ça prend peut-être 10 minutes de plus. Et ce temps-là, aujourd'hui, notre société, j'en suis certain, on va de plus en plus vite et on prend de moins en moins le temps. Pour autant, j'essaye de diminuer notre consommation et de chauffage et d'électricité et j'essaie d'en produire un maximum et d'en stocker un petit peu. Là, c'est mes panneaux. J'avais mis d'abord 6, puis après j'ai rajouté 3. Il y a à peu près 2000 kW crête installées. J'arrive quasiment à faire 2500 kWh par an. Pendant 6 mois de l'année, ma facture est égale à 0. Ça, c'est la consommation d'énergie globale d'un foyer. La moitié, c'est pour le chauffage en hiver. Un autre quart, c'est pour l'eau chaude sanitaire. C'est encore du chauffage, mais pour de l'eau chaude. Et ça, c'est pour le reste. Ok. L'éclairage, les ordinateurs, ici, ça. Et faire tourner une machine à laver sans l'eau chaude. Donc en été, j'arrive à produire tout ça, sans problème. Mais l'hiver, il me manque tout ça. C'est un poêle que j'ai conçu reproductible au maximum. Donc c'est que c'est des choses que j'ai récupérées en déchetterie. Bon, c'est une bouteille de gaz aussi, qui est sympa. Et c'est sans soudure. Parce que les gens qui utilisent une disqueuse pour couper les tubes, on va dire une personne sur 100 a utilisé déjà une disqueuse dans sa vie. Alors que si on devait souder les choses, il y a une personne sur 10 000 ou 100 000 qui sait vraiment souder. Donc ça, c'est de la plaquette forestière. C'est des gros copeaux. Ça coûte 1 litre de fuel, de gasoil, pour faire 1 mètre cube de 250 kg de plaquettes forestières. Donc le ratio énergie-pétrole pour énergie, matériel récupéré, c'est quand même pas mal. Okay. Mais on est encore du coup tout est basé sur le pétrole de toute façon. Industrie, c'est des machines qui sont plus grosses que la maison qui broient ça. Ouais, voilà. Et tu as une alternative au cas où ça c'est plus j'ai le poêle d'à côté. J'ai un poêle classique qui boule très très bien. Ah oui, tu peux mettre ton bois classique. Une grosse bûche, mais par contre il fume beaucoup. Ouais, j'ai fait des tests de fumée et en termes d'efficacité, il est très très bon, il chauffe très très bien, mais il y a beaucoup de particules lourdes à mesurer. Après, si j'avais du temps, ça ne me poserait aucun souci parce qu'il y a beaucoup de bois mort qu'on pourrait casser à la main sans scie, sans rien pour mettre là-dedans. 1 mètre cube comme ça coûte 40 €. Et ça te tient combien de temps de chauffage? La première année que je m'en suis servi, on a fait que ça, on a utilisé que ça l'hiver. Donc, tu as payé 40 € de chauffage. C'est ça. Pour toute une année. Une saison, ouais. There's another way down. Turn around and come with me inside. Listen to the sound. Ce que je trouve intéressant avec toi, ton projet, tout ça, c'est que tu réfléchis pas à l'autonomie juste pour toi, pour que toi, tu réussisses à survivre à l'effondrement. Tu fais ça, mais en essayant de le partager au maximum, notamment via ta chaîne YouTube Barnabé Chaillot. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer cette chaîne YouTube et quel est ton objectif avec elle? Alors au départ, je ne l'ai pas créée en pensant que je serais connu. C'est que j'avais fait une éolienne à axe vertical sur ma maison. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de vent et que ça ne marcherait pas, j'ai voulu l'enlever, la détruire. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, si tu veux, on peut faire une vidéo parce que ta démarche est quand même intéressant d'avoir tous ces essais, ces erreurs. Puis à la fin, cette lucidité de ça ne marchera pas. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être il y a un potentiel dans la vidéo et dans l'énergie qui est mon dada. Parce que je sais très bien qu'on est dépendants tous énormément d'énergie. Ce que je veux, c'est montrer que c'est possible. Et du coup, créer quelque part du rêve. Je le fais, je suis content, je le montre. Et les gens, ils se disent, mince, lui, il l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et tu dis que tu vends du rêve sur ta chaîne, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu vends pas que du rêve, tu vends aussi les moments où tu échoues. Et pourquoi tu laisses tous ces moments où tu te trompes, où ça marche pas
C'est une histoire. En fait, la chaîne a commencé comme ça. Je raconte l'histoire de ce que je fais. Donc l'histoire passe par... Je trouve intéressant de parler de la réflexion, de parler de l'échec et de rebondir sur cet échec pour avancer. Ces premiers watts que je ne peux pas récupérer qui sont absorbés par ce moteur font que cette éolienne ne démarre qu'à des vitesses de vent de 5 mètres secondes. Les vents à 5 mètres secondes, chez moi, c'est rare. C'est un inconvénient qui était quand même rédhibitoire. Et là, un deuxième problème aussi, on entend le bruit dû au segment. Ça résonne, ça fait une espèce de résonance qui est insupportable. Je sais pas comment je vais faire pour... je savais pas à l'époque, en tout cas, comment j'allais faire pour trouver un alternateur. Si je peux pas en fabriquer un, je peux pas en acheter un. J'étais vraiment désespéré. Quand je vois l'échec, ça me permet juste de me comprendre que ça, c'était pas la bonne solution. Donc c'est pas un échec, c'est une super avancée technologique. Ça, j'ai compris que ça marchait pas. Voilà, c'est pas un échec, c'est une réussite. C'est une compréhension. Voilà. Tu as aussi créé une association, Énergie Autrement. Oui. Quel est l'objectif, quelle est la différence d'objectif entre la chaîne YouTube et cette association ? La chaîne YouTube scénarise des histoires, et dans la scénarisation, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, des choses techniques qui alourdiraient la vidéo. C'est difficile de faire quelque chose qui est pour un large public, et en fait quelque chose qui est technique, parce que si quelqu'un le voit, qu'il veut le reproduire, il faut qu'il y ait suffisamment de technique. Donc je me suis servi du blog. Il y a des plans, il y a des schémas, on peut télécharger des fichiers, des programmes qui sont le détail des vidéos. We've got a long way down till we're 90 years old. We've got a long way. Quel est ton rapport au pétrole ? Je vois que tu as plein de panneaux solaires de partout, que dans tes tutos, tu commandes très souvent par exemple sur Cdiscount, donc des trucs qui viennent de Chine, voilà, à l'autre bout du monde, donc avec du pétrole. Au final, on a l'impression que ton autonomie, elle ne fonctionne que parce qu'il y a du pétrole qui te permet d'acheter sur Cdiscount plein d'objets que tu ne serais pas capable de construire sans. Et donc comment toi tu te positionnes face aux personnes qui pourraient t'émettre cette critique, quoi ? Moi, Barnabé, je cherche l'autonomie, mais le personnage que vous connaissez, l'avatar des vidéos, fait de la recherche permanente d'autonomie. Et pour ça, il y a pas mal de technicité. J'ai besoin de me creuser la tête. Est-ce que je peux utiliser un outil qui n'est pas très cher ? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la reproductibilité par tous, mais dans le monde actuel. Voilà. Et comme il y a des moteurs pas chers, de l'électronique pas chère, c'est mal fait et ça pollue beaucoup, certainement, cette électronique, et ça vient de loin, et ça prend du pétrole. Donc je ne suis pas résilient de ce point de vue-là, mais c'est pour ma façon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'être résilient. Et après, comment est-ce qu'on fera ? Je ne sais pas encore. Moi, ce que je veux être, c'est résilient au jour le jour avec ce qui nous entoure. Voilà. Et nos déchetteries seront les mines de demain. Aujourd'hui, on jette. On enterre. Alors, malheureusement, on n'enterre pas trop, on vend pas mal de choses. Mais effectivement, nos poubelles d'aujourd'hui seront le mine de demain dans lequel on trouvera du cuivre, du plastique. Là, par exemple, je l'ai amené là. Ça, c'est des piles de nos ordinateurs. Et il y en a on en jette des millions. Enfin, tous ceux qui ont des ordinateurs portables les jettent. À l'intérieur, c'est des piles comme ça. J'achète des boîtiers que je pourrais imprimer, mais je les achète comme ça. Je peux les glisser par 4. Là, j'ai une ampoule dessus, mais je pourrais très bien charger ton portable ou quoi que ce soit. Je peux les recharger avec un petit panneau solaire et un adaptateur. Et après, j'ai de la lumière. Voilà. Du coup, on va dans les bois avec ce genre d'ampoule. C'est beaucoup d'électronique, mais c'est pas moins d'électronique qu'un téléphone qui a sa lampe. Voilà. Et ces batteries lithium, il y en a de plus en plus, et il y en aura pour l'instant de plus en plus. Les voitures en stock, je ne sais pas, peut-être 1000 chacune. Voilà. Et après, quand les voitures électriques... les batteries de voitures électriques sont usagées. Elles n'ont plus d'autonomie pour faire plus de 200 km, donc ils les mettent de côté, mais il y en a des hangars pleins. Alors, est-ce que ça, dans nos poubelles, me rend moi autonome ? C'est ça. Est-ce que j'ai plus besoin de l'acheter ? Alors ça, j'ai besoin de l'acheter, mais en même temps, est-ce que c'est fiable ou pas ? Je ne pourrais pas le refabriquer, ni ça, ni rien, je ne pourrais rien refabriquer. Mais ça devient disponible, même dans nos poubelles. Et c'est dans ce sens-là où je suis autonome. L'aluminium, je ne fabriquerai jamais d'aluminium, mais il y a tellement de jantes d'aluminium, je pense que même si demain la société s'effondrait, il restera d'aluminium pour encore 1000 ans d'usage. Well, I went out to a mountain town to see some friends I had. I went out to a mountain town to see... On arrive justement sur cette question de l'effondrement. Oui. Alors l'effondrement, nous, comment on l'entend, c'est
le moment, on va dire, dans le temps où l'État n'arrivera plus à assurer les besoins fondamentaux de sa population. Donc justement en nourriture, en énergie, en habitat. C'est pour ça que c'est toujours les 3 points qu'on étudie sur l'autonomie. Est-ce que cette perspective de l'effondrement t'a poussé à chercher à créer ton autosuffisance alimentaire, énergétique? Non, alors en fait, au départ, moi je veux juste plus de liberté, plus de résilience. Mais résilience pour le plaisir de ne pas dépendre de quelque chose. Mais ce n'est pas du tout dans l'optique d'un effondrement. Cette notion d'effondrement, c'est un moteur. C'est un moteur de réflexion, c'est un moteur pour faire bouger les consciences, et ça, je trouve ça très intéressant. Si moi, je cherche à être résilient et que je m'associe avec quelqu'un qui est un collapsologue, et ensemble, on fait quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer dans le temps sans se soucier qu'il y ait du pétrole, qu'il n'y ait pas de pétrole, qu'il y ait un État qui nous aide ou pas, et bien à un moment, l'État n'aura même plus d'importance. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne changera rien. Et du coup, cette nouvelle organisation pourrait, en théorie, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas comme ça que je l'entends, pour être un modèle. Voilà. Et c'est ce que des fois je me dis, si je suis un modèle, quelque part, eh ben, ça peut changer. C'est plus facile de suivre un exemple que de convaincre quelqu'un de ce qu'il fait, c'est pas bien. Et ça, je pense que c'est un motif qui me plaît, c'est un cadre que j'aime beaucoup en tant qu'influenceur, parce que c'est ce que je deviens malgré moi et en même temps avec beaucoup d'efforts. C'est d'influencer des gens sur leur façon de penser. Et alors, pour conclure un peu toute cette interview, quel message tu pourrais envoyer à toutes les personnes qui sont en ville, qui se rendent compte de plus en plus qu'elles sont totalement dépendantes du carrefour en bas de chez eux et qui n'arrivent pas à passer le pas pour fuir la ville et cette dépendance et devenir plus autonome et faire le premier pas, quoi. Alors, je pense que le problème des gens des villes, je vais commencer par une critique forte, mais je vais retempérer après. J'ai envie de dire, ils sont déconnectés de la réalité. Parce qu'ils font cultiver tout loin, très loin, ils ne savent même pas forcément qui fait quoi ou quand. Grâce aux AMAP, ils ont retrouvé du lien, mais j'ai envie de dire, non seulement il ne faudrait pas simplement aller le vendredi après-midi dans le point de collecte, récupérer son panier, point final, et dire « oh, il n'y a que du chou ». Il faudrait que les gens puissent prendre le temps, au moins un week-end par mois, voire plus, prendre leur temps, aller dans les jardins, chez les maraîchers à 10-15 km, ou se regrouper pour y aller, aider, voir le paysan, lui dire non mais tu sais tes carottes, celles-là je les aime pas trop, il n'y en aura pas des carottes plus petites mais plus sucrées, ou des courges, qui s'impliquent, c'est un temps avec la nature, on se reconnecte, ça c'est un premier point. Le deuxième point sur l'énergie, ça c'est sur l'alimentation, les gens de la ville, quand ils sont déconnectés, c'est parce que s'ils ont un chauffage central, et que vous leur dites vous avez consommé combien d'énergie pour vous chauffer hier, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas le savoir. Il faudrait qu'ils aillent voir le syndic et qu'ils fassent Il faut mettre des indicateurs partout. Il faut demander à avoir un compteur individuel et avoir une notion de ce qu'on a consommé et combien ça a coûté. Voilà. Je pose la question, mais c'est un piège. Si tu mets un radiateur d'1 kW chez toi, ça va te coûter combien au bout d'une journée? Personne ne le sait. À partir du moment où on ne sait pas, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Donc la solution pour des gens qui aimeraient être autonomes, j'ai envie de dire, soyez conscient de ce que vous faites. C'est la première étape. Et il n'y a pas besoin d'aller dans un jardin. Soyez conscient. Vous avez acheté combien de choses, qui vient de où, il y a quoi dedans. Et déjà là, c'est le plus gros du travail. Parce qu'après, une fois qu'on sait combien on consomme et d'où viennent les produits et ce qu'on a mis dedans, on est obligé de changer. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down.